premier sujet dont je veux parler avec toi, c'est vraiment la question de la cible. Euh, Aujourd'hui, tu fais tes podcasts, tu as des formations. On peut commencer par les formations pour simplifier. Qui est la cible principale de ces formations? La cible principale, et c'est peut-être du coup plus intéressant de commencer par le podcast, parce qu'en fait, les formations découlent du podcast. La cible des formations, ça va être aujourd'hui 80% à 70% de startups, 20% de PME avec un business model un peu plus traditionnel qui tend à se digitaliser et 10% de consultants, de freelance. À peu près. L'année dernière, enfin depuis 2 ans, on a dû former 200, ouais, à peu près 200 boîtes. Tu vois, je parle de boîtes et pas de personnes, parce que on fait des deals directement avec les entreprises. Et en fait, ça découle du podcast. Alors, le podcast, pour ceux qui ne connaissent pas, s'appelle Growth Makers. Je vais interviewer chaque semaine des directeurs marketing, des head of growth de startups qui sont en train d'accélérer pour qu'ils expliquent leur stratégie, leurs méthodes, leurs outils, comment est-ce qu'ils recrutent, etc., afin qu'on puisse s'en inspirer et les répliquer dans sa boîte. Au niveau donc de l'audience qu'on a lancé il y a 3 ans, c'était tout petit, ça reste très niché quand même comme contenu. Et quand on a lancé, on a eu directement un petit peu de traction. On se doutait que ça manquait pour les start-upers au début, surtout que les start-upers ont plutôt tendance, comme les entrepreneurs, à être early adopters de podcasts. Aujourd'hui, c'est de plus en plus écouté, donc il y a de plus en plus de personnes qui viennent du monde extérieur des startups qui écoutent, mais avec tout simplement une proposition de valeur simple, c'est qu'est-ce qui se passe une fois que tu as des clients, comment est-ce que tu fais pour passer à l'étape numéro 2. Donc, à l'époque, tu as beaucoup de contenu, notamment par The Family, notamment par des incubateurs, qui expliquent comment est-ce que tu lances une startup, fake it until make it, 0 à 1, etc., etc. Mais en fait, il y avait rien qui expliquait qu'est-ce qui se passe une fois que tu as quelques clients, un produit qui commence à fonctionner. Comment est-ce que tu fais pour passer à l'étape, à next step, en fait, tout simplement. Toi, c'est quelque chose que tu avais déjà vu, tu avais déjà été head of growth, et ensuite tu t'es dit, je vais faire des interviews, je vais trouver des gens qui sont dedans, des gens qui sont pas forcément, qui créent pas de contenu, par exemple. Tu vas prendre des gens qui sont qui bossent dans des boîtes et donc du coup qui sont pas aussi visibles, pas aussi médiatiques, les faire venir, les faire raconter leur histoire, et en final, j'imagine que c'est des gens, ils ont pas reçu tant de demandes d'interviews que ça et ils sont contents de venir raconter un peu leur histoire. Ouais, exactement. Je pense que c'est la thèse du podcast. C'est qu'aussi je voulais prendre à contre-pied quelque chose qui m'a toujours paru aberrant durant des études, durant d'aller à la fac, d'aller en école. En fait, t'as plein de gens qui te racontent des trucs, ce qu'on appelle les profs, mais qui l'ont jamais fait. Donc moi, quand t'arrives en cours et qu'on te demande de faire le cas Bonne Maman, c'est-à-dire que tu dois faire une étude de cas marketing sur Bonne Maman, en fait, c'est complètement aberrant. On te demande de faire des espèces de matrice, de porteur, de je ne sais pas quoi, et en fait, tu feras jamais ça de ta vie. Le business, c'est pas ça. 80% de Tu le l'économie. feras si tu vas aller bosser chez McKinsey. Exactement. Et ça, McKinsey, c'est pas 80% de l'économie française, c'est pas 80% de l'économie mondiale. Aujourd'hui, c'est les PME, c'est des startups, c'est des entrepreneurs, c'est des boîtes entre 0 et 15 personnes. Et eux, ils ont pas le temps de faire des matrices de porteurs. La question, c'est qu'est-ce que tu fais pragmatiquement, concrètement pour avancer demain? Et en fait, ça m'a toujours paru mais aberrant. Et partant de ce constat-là, je me dis, pour une fois, les startups, je vais aller demander à des gens qui l'ont fait. Donc en fait, on va prendre la légitimité d'abord, des gens qui l'ont fait, comme tu dis, qui sont plutôt dans l'ombre, et on va essayer de leur demander concrètement, est-ce qu'ils veulent bien partager leurs chiffres, leurs méthodes, et puis on va voir ce qui se passe. Donc, ça m'intéresse juste de creuser là-dessus parce que c'est quoi la difficulté pour toi aujourd'hui d'avoir quelqu'un qui est directeur marketing d'une startup bien connue? Quelle est la difficulté d'avoir cette personne sur ton podcast aujourd'hui? Un nom, tu vois, une grosse startup que tout le monde connaît. Aujourd'hui, 0. Ça peut être une grosse startup, ça peut être. Nous, c'est tout en français. Hein. C'est aussi le concept, c'est de se dire que aujourd'hui, il y a aussi beaucoup de talents français. Il y a une scène startup forte en France, mais il y a aussi beaucoup de talents qui sont exportés. Notamment, j'ai eu le head of growth de chez Uber, qui était français à l'époque. Donc, il y a plein de grosses boîtes qui en fait ont des Français, des talents francophones en interne, qui peuvent expliquer des choses. Ce qui est intéressant avec le mouvement startup, c'est qu'ils vont être prêts à beaucoup être très transparents. Parce que vu qu'ils se battent dans un monde global, on imagine bien que 50, 100 personnes dans une boîte qui vont se battre contre des mastodontes, 2000, 10 000 personnes, ils ont rien à perdre. Donc ils vont être super transparents sur leur méthode, sur leur stratégie et sur les résultats. Comment aujourd'hui, quelle est la difficulté d'aller trouver des directeurs marketing? 0. Ça vient même plutôt en inbound. Donc on vient me demander. C'est à l'époque où c'était un tout petit peu plus complexe. C'était plus dur quand tu commençais?
c'était beaucoup plus dur. Il faut, parce que encore une fois, eux, leur seule question, c'est OK, mais qu'est-ce que ça m'apporte? C'est quoi le ROI de passer chez toi? Et tout le monde réfléchit Et comme aujourd'hui, ça. ça rapporte quoi? Notoriété, visibilité, des leads, en fait, tout simplement. Aujourd'hui, ça va être petit, on fait à peu près entre 50 et 60 000 écoutes par mois. Sauf que c'est un marché extrêmement qualifié, c'est un marché extrêmement niché où tu as tout à gagner si tu passes. En fait, c'est de la marque employeur, ça, tu fais du recrutement, ce qui est hyper dur en startup de recruter des talents. Tu peux avoir des leads, c'est-à-dire des prospects qui viennent chez toi sur des paniers moyens assez élevés. Nous, on vend des paniers moyens par exemple, pour Salesforce, ça peut aller entre 10 000 et 30 000 euros par an. Donc, on imagine bien en fait qu'il y a une valeur énorme avec une toute petite base. Donc, ça m'intéresse de comprendre le cheminement qui t'a amené à choisir cette cible parce que l'erreur numéro 1 que font les gens, ils vont lancer un podcast et ça va être pour les infopreneurs. Ça va être pour les gens qui ont envie de monter leur passion, qui ont envie d'être nomades digitaux. Tout le monde fait le même contenu pour la même cible. Et ça m'a toujours marqué la quasi-absence de contenu pour les autres types de boîtes, les autres types d'entreprises. Il faut pas abuser quand même. Les infopreneurs, c'est quand même une petite fraction minuscule de l'économie, même sur le web. Et donc, il y a beaucoup d'argent dans l'écosystème startup. Il y a pas mal de gens qui ont levé de l'argent. Il y a des grosses boîtes. C'est clairement un bon créneau. Il y a clairement pas tant de gens que ça qui se sont positionnés dessus. Qu'est-ce qui fait que toi, tu t'es dit, OK, ça va être la startup. Je vais sacrifier peut-être l'audience mainstream parce que je vais pas avoir 50 000 débutants qui vont m'écouter, mais je vais avoir cette audience. Qu'est-ce qui a fait que toi, t'es arrivé dessus et comment est-ce que tu as compris vraiment ce qu'il fallait faire sur cette audience-là? C'est une bonne question. C'est toujours la question de la pertinence, enfin de la valeur d'un marché versus le volume. Si on fait du B2C, je pense que c'est la grosse différence aussi avec d'autres podcasts ou avec d'autres formations, c'est que de l'infopreneur, on peut appeler ça presque du B2C, c'est du business to consumer qui va être quand même business, mais ça reste beaucoup de volume. Quand on fait du B2B, c'est tout petit, ça reste des volumes beaucoup plus restreints. Il suffit de regarder des médias business. On parle de Marketing Mag, e-marketing.fr. En fait, les plus gros groupes médias business actuels en France, il y a peu de monde qui les connaît, certains. Et pourtant, ils génèrent pas mal de cash. Comment est-ce que je me suis dit d'aller là-dessus? Je pense que c'était par pragmatisme. Juste, j'ai continué à faire ce qui me plaisait, des interviews. Je vois ce qui commence à fonctionner. Et en fait, mis bout à bout dans l'aventure, tu te rends compte que finalement, les B2B sont de plus en plus intéressés. Ils sont capables d'aller sponsoriser des podcasts. Aujourd'hui, on est sponsorisé par Intercom sur Growth Makers et sur le deuxième podcast qu'on produit qui s'appelle Dans l'arène pour les commerciaux, on est sponsorisé par Salesforce. Donc en fait, on se rend compte qu'il y a quelque chose. C'est un peu, tu sens des micro-signaux marché. Mm-hmm. Donc je pense qu'on a juste continué puis on allait voir ce qui s'est passé. Enfin, c'est vraiment approche très agile. Salut, c'est Stan, j'espère que vous avez apprécié cet extrait du podcast Marketing Mania. Bien sûr, vous pouvez retrouver l'ensemble des épisodes du podcast, y compris les instructions sur comment vous abonner sur l'application Apple Podcast ou sur votre téléphone Android en vous rendant sur mon site à l'adresse marketingmania.fr/podcast. Je vous ai mis le lien dans la description de cette vidéo.